Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu. On fait le point tout de suite sur l'info de ce jeudi 11 avril. Comme d'habitude, nous allons retrouver dans quelques instants Anthony qui va nous parler aujourd'hui d'une étude publiée dans la revue américaine NEJM, The New England Journal of Medicine. Et oui, même s'il y a England dans le titre, il s'agit bien d'une revue américaine. Et figurez-vous que cette étude apporterait la preuve que le traitement de Pfizer contre le variant Delta n'aurait pas plus d'efficacité sur le virus qu'un simple placebo. Mais avant de laisser la parole à Anthony, faisons un tour de l'actualité. En France, un homme a poignardé 2 personnes à Bordeaux avant d'être abattu par la police alors qu'il tentait de s'enfuir. Les autorités ont écarté une motivation terroriste. Cependant, le tueur avait des revendications religieuses reprochant aux victimes de boire de l'alcool à la fin du Ramadan. Les victimes sont 2 hommes de nationalité algérienne. L'un d'entre eux est mort et l'autre est gravement blessé. Et un nouveau décret publié le 9 avril au journal officiel prévoit d'amputer jusqu'à 40% des terres agricoles pour installer des panneaux solaires, ce qui fait beaucoup réagir du côté des agriculteurs, on s'en doute. Certains expriment leurs craintes quant à un développement anarchique des installations et à l'augmentation des prix des terres. Si certains agriculteurs y voient une opportunité financière, d'autres dénoncent un détournement des terres agricoles. Un suivi du dispositif est prévu pour évaluer les résultats. Et à Romans-sur-Isère, un autre adolescent est décédé, ravivant les souvenirs du meurtre du jeune Thomas dans la région. L'adolescent de 15 ans a été retrouvé grièvement blessé et décédé à l'hôpital. Une enquête pour homicide volontaire est en cours avec des pistes évoquant une altercation entre jeunes du quartier. La victime n'était pas connue des services de police. Des témoins déclarent qu'elle se serait interposée dans une bagarre. Un premier individu a été arrêté. L'enquête suit son cours. Et à l'université de Rennes, un meeting de Jean-Luc Mélenchon a été annulé en raison d'un email de menace à caractère islamiste envoyé à la présidence de l'université. Bien que la préfecture ait proposé une sécurité renforcée, l'université a choisi d'annuler la conférence. Évidemment, cela a éveillé les soupçons d'une mauvaise blague ou d'une tentative de sabotage, LFI n'ayant pas la réputation d'être visée par des islamistes. Un incendie dramatique a ravagé l'église paroissiale Notre-Dame à Bringolo, en Bretagne. Les flammes ont détruit la toiture et les vitraux. Les pompiers, confrontés à cet incendie impressionnant, aggravé par le vent, ont mobilisé près d'une 50aine d'hommes pour éteindre le feu. Évidemment, les habitants sont profondément marqués par cet incendie. Selon les informations du maire, une surtension électrique serait à l'origine du départ du feu. Et on va maintenant retrouver Anthony. Anthony, à vous l'antenne. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un point intéressant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, remettons-nous en situation un instant. Au moment de la pandémie de Covid-19, le monde cherchait désespérément un remède au virus. Quand soudain, Pfizer a mis sur le marché son produit miracle, le Paxlovid. Ce médicament, censé réduire la gravité des symptômes de la Covid-19 chez les personnes à risque de développer des complications, avait été accueilli avec toutes les éloges. Ce médicament était vanté pour être efficace à 89%. Et à l'époque, les gouvernements d'Amérique et d'Europe ont tous célébré l'événement et ont arrosé Pfizer de plusieurs milliards d'euros. Mais voilà qu'aujourd'hui, des révélations remettent en cause son efficacité réelle. Selon une étude publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine, le Paxlovid ne serait pas plus efficace qu'un placebo. Oui, vous avez bien entendu. En d'autres termes, ce médicament ne fonctionne pas. À presque 1 000 € la boîte de 30 comprimés, la nouvelle a de quoi faire l'effet d'une bombe. Surtout lorsqu'on sait que rien qu'en 2022, la France, à elle seule, en avait commandé quand même 500 000. Et non content de cette dépense inutile, le gouvernement appelait alors les professionnels de santé à s'emparer encore davantage du Paxlovid. Mais, histoire de bien réaliser la nouvelle, revenons 1 minute sur l'étude en question. Le Paxlovid, présenté comme un traitement révolutionnaire contre la Covid-19, est au cœur d'une polémique aux États-Unis. Après 2 ans et demi, Pfizer a finalement publié son essai randomisé contrôlé par placebo, portant sur plusieurs centaines de personnes atteintes de la variante Delta.
Les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine. L'étude intitulée Nirmatrelvir pour les patients adultes ambulatoires vaccinés ou non vaccinés atteints de Covid-19 cache le mot Paxlovid derrière Nirmatrelvir, son nom clinique. De quoi rendre la recherche d'autant plus difficile pour les personnes ordinaires. L'étude en question, menée sur plusieurs centaines de personnes infectées par le variant Delta, a démontré que le Paxlovid n'avait aucun effet bénéfique sur la guérison des patients. La conclusion de l'étude explique que parmi les patients ambulatoires atteints de Covid-19, qui présentaient un risque standard ou un risque élevé d'évolution vers une Covid-19 grave, le Nirmatrelvir et le ritonavir n'ont pas raccourci de manière significative le délai de disparition des symptômes comparé à un placebo. Cette information pourtant capitale est passée quasiment inaperçue dans les médias grand public, ce qui soulève des questions sur l'intégrité des institutions et des autorités sanitaires. Malgré cela, le Paxlovid continue d'être prescrit et défendu par le corps médical, ce qui laisse planer le doute sur d'éventuels conflits d'intérêts. Une révélation qui jette le trouble sur l'utilité réelle de ce traitement et sur les sommes colossales investies dans sa production. Face à ce scandale sanitaire, la confiance des citoyens envers les autorités sanitaires et le corps médical d'une manière plus large risque d'en prendre encore une fois un coup. Car après tout, comment faire confiance à des institutions qui promeuvent un traitement inefficace et coûteux? De plus, outre la responsabilité des autorités compétentes, ce scandale soulève aussi des questions sur la responsabilité des médias. Et oui, vous remarquerez qu'aucun média grand public n'a parlé de cette affaire, même si l'article a été publié dans la revue médicale la plus importante des États-Unis. On peut également se demander comment il se fait que Pfizer ait gardé cette étude pendant 2 ans avant de la publier. Pourquoi Pfizer choisirait d'annoncer maintenant que son médicament miracle est en fait inutile? Une théorie plausible est que la période de forte rentabilité du médicament est maintenant terminée. Autrement dit, il n'y a plus de bénéfices élevés associés à ce médicament. Alors autant le retirer. Mais pour que cela fonctionne en toute impunité, il faut évidemment pouvoir compter sur le silence des médias. Et la boucle est bouclée. Une théorie intéressante, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Rémi, en tout cas, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et si vous aimez nos émissions, c'est le moment de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Les abonnements et les likes sont pour nous un grand encouragement, donc merci. Et l'OMS fait face à une résistance de la part de ses pays membres qui rechignent à signer un nouvel accord sur les pandémies, et ce, en dépit des pressions des défenseurs de l'OMS pour obtenir les signatures. L'accord conférerait à l'OMS de nouveaux pouvoirs et des financements importants, mais il suscite des inquiétudes quant à la perte de souveraineté des pays membres. Des critiques soulignent que l'OMS deviendrait l'autorité centrale en cas d'urgence sanitaire, alors que les défenseurs du projet assurent que cela n'aura pas d'effet sur la souveraineté des États. Des experts remettent en question la nécessité et l'efficacité de donner trop de pouvoir à l'OMS, arguant que cette dernière n'a pas prouvé sa capacité à gérer efficacement les crises sanitaires. Au tout début de la crise Covid, l'OMS avait même répété sans aucun discernement la propagande du régime chinois. Et à propos du conflit entre Israël et le Hamas, le numéro 1 de l'aile politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré, après l'élimination de ses 3 fils par une frappe israélienne, que cela ne diminuerait pas la détermination du Hamas. Haniyeh considère que ses enfants sont morts en martyrs. Il a également affirmé que cela n'influencerait pas les exigences du Hamas en matière de cessez-le-feu, insinuant qu'Israël tenterait d'accélérer la guerre. Une tentative d'inversion morale évidente, s'il en est, venant de la part du chef d'un des plus grands groupes terroristes islamistes au monde. Et le Premier ministre japonais Fumio Kishida est en visite d'État à Washington. Il a annoncé avec le président américain Joe Biden un renforcement de la coopération entre le Japon et les États-Unis en matière de défense. Cette relation est qualifiée de florissante avec une coopération historique depuis la guerre froide. Des alliances se renforcent, notamment avec l'Australie, pour créer un réseau de missiles aériens et planifier des exercices militaires conjoints. Ces initiatives visent en partie à contrer les ambitions de la Chine. Et il est temps, à propos de Chine, de retrouver Vladia, justement, pour les actualités Chine. Vladia,
À vous l'antenne. Bonjour à tous, merci Rémi. Malgré les avertissements de sécurité au sujet de l'application chinoise TikTok, les politiciens européens l'utilisent malgré tout, moins de 2 mois avant les prochaines élections européennes. L'homme politique le plus puissant d'Allemagne s'est emparé de l'application et a publié 4 vidéos en l'espace de 2 jours sur la plateforme. Plus de 40 000 personnes ont suivi le compte officiel de sa campagne. Face aux doutes et aux critiques, le chancelier allemand a promis qu'il ne danserait pas avec l'application. De plus, le ministre de la Santé du pays a également publié sa toute première vidéo TikTok il y a quelques semaines. Selon un expert en médias numériques, l'objectif est de contrer l'influence du parti d'opposition Alternative pour l'Allemagne, également connu sous le nom d'AfD. De nombreux politiciens de l'AfD sont désormais actifs sur la plateforme TikTok. Les élections du Parlement européen auront lieu dans 2 mois et les préoccupations en matière de sécurité des données sont réelles. Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que les fonctionnaires qui utilisent l'application disposent de téléphones portables spéciaux et indépendants destinés uniquement à publier des messages sur la plateforme. Et une démonstration de force a eu lieu en mer de Chine, visant la Chine continentale. Les États-Unis, le Japon, l'Australie et les Philippines ont organisé un exercice conjoint il y a quelques jours. Cette activité survient dans le contexte des récents incidents en mer de Chine méridionale. Ces eaux sont devenues le théâtre de récents affrontements entre la Chine et les Philippines. Les gardes-côtes chinois ont percuté des bateaux philippins, tiré au canon à eau et pointé des lasers sur des équipages philippins pour les empêcher de ravitailler des troupes stationnées sur un haut fond contesté. La Chine et les Philippines revendiquent toutes deux des parties de la mer de Chine méridionale, mais la Chine en revendique la quasi-totalité. En 2016, un tribunal international a invalidé les revendications de la Chine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'est tout de mon côté. Merci à tous. Merci Rémi. À demain. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec Alessandro Allori, un des derniers élèves des maniéristes florentins. Allori fut un disciple de Bronzino, célèbre artiste de l'époque. Son style artistique reflète fortement celui de son maître, caractérisé par un sens du relief, des couleurs émaillées, froides et une lumière innaturelle. Grâce à Bronzino, il côtoya les grands artistes de l'époque de Florence. Le maniérisme en peinture était un style artistique qui s'est développé au cours de la Renaissance, principalement en Italie, entre la fin du XVe siècle et le début du XVIIe siècle. Ce style est caractérisé par une rupture avec les principes de la Renaissance classique et a cherché à exprimer des émotions et des idées de manière exagérée et non conventionnelle. Le maniérisme a donné naissance à des œuvres visuellement saisissantes, chargées de symbolisme et d'expressivité. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera donc demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. En attendant, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à demain.